Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic. J'espère que vous êtes en pleine forme les amis. Aujourd'hui on va traiter l'UFC Fight Night 247, Manny versus Prates et récap l'UFC Fight Night 246, Moreno versus Albazi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît, cela m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos. Et vous pouvez retrouver les tickets gagnants des pronostics sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et Instagram. Les liens sont dans la description de la chaîne. J'ai aussi fait un short sur les dangers des paris sportifs les amis, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, j'ai mis le lien en commentaire épinglé. Je vous renvoie à la chaîne Moment MMA pour l'actualité chaque semaine dans des formats très intéressants. Ça permet de savoir tout ce qui s'est passé dans et en dehors de la cage, donc abonnez-vous à sa chaîne pour le soutenir s'il vous plaît les amis. Pour l'UFC Fight Night 246, on retrouvait du coup 6 combats sur la carte principale. En premier, catégorie welterweight, on avait le Canadien Mike Malott contre Trevin Giles. Je vous avais conseillé de choisir le Canadien Mike Malott, même s'il avait perdu son dernier combat. Trevin Giles lui était sur 2 défaites. Alors c'est vrai que c'est pas passé grand chose. Le Trevin Giles, il a rien fait pratiquement dans les 2 premiers rounds. Il a laissé le Canadien dérouler un peu. Et au final, même s'il s'est réveillé un peu tard dans le troisième, Mike Malott avait remporté les 3 rounds. Donc décision unanime pour le Canadien. Donc bon pour le premier prono. En deuxième combat catégorie middleweight, on retrouvait un autre Canadien, Marc-André Barriault contre Dustin Stolfus. Je vous avais conseillé de choisir Marc-André Barriault, je pensais qu'en striking il pourrait faire la différence et qu'il serait assez compliqué à emmener au sol. Mais au final sur un low kick de Stolfus, il s'est fait déséquilibrer et Dustin lui a sauté dessus pour le maintenir au sol. Une bonne partie du premier round. Et quand Marc-André Barriault a réussi à se relever, il a essayé d'amener un peu la guerre en striking et au final c'est lui qui s'est fait cueillir avec un crochet au menton. C'est des choses qui peuvent arriver, je pensais vraiment pas que Stolfus pourrait remporter ce combat de cette façon-là. Je voyais plutôt peut-être une soumission pour lui s'il trouvait la clé vers la victoire, mais là ça a été avec un KO. Assez surprenant au final, donc erreur pour ce pronostic-là. Ensuite en troisième combat, on retrouvait un combat flyweight féminin qui remplaçait donc le combat heavyweight de Derek Lewis. C'est un combat donc qui a été monté de la prélim. On retrouvait Jasmine Jasudavicius contre Ariane Da Silva. Je vous avais conseillé de choisir la favorite, Jasmine. Je pensais qu'elle pourrait faire la différence au sol et c'est ce qui s'est passé. Même si elle a perdu le premier round, elle a réussi à emmener son adversaire au sol dans le deuxième round. Et dans le troisième, elle a réussi même carrément à la soumettre. Donc victoire de Jasmine. Je vous avais donc conseillé de la choisir en commentaire épinglé vu que c'était un combat de remplacement de dernière minute. On en est donc à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouvait ensuite en quatrième combat catégorie light heavyweight Caio Machado contre Brunson Ribeiro. Je vous avais conseillé de choisir Machado. C'est vrai que ça a été un combat extrêmement chiant, même d'un niveau inférieur à l'UFC. Au visuel, les deux, techniquement, ils étaient un peu même, ils étaient fatigués déjà, et puis c'était vraiment pas terrible. Machado, il a quand même beaucoup plus produit. On le voit même sur la carte des coups portés, c'est lui qui a le plus de coups portés sur les 3 rounds. Et ils ont donné la victoire par split decision à Ribeiro. Je dois avouer que j'ai pas compris. Je trouve que c'est un peu un vol quand même. Même si effectivement Ribeiro il a beaucoup coursé Machado, on va dire que Machado tournait beaucoup, il se déplaçait énormément. Mais bon, on a beaucoup d'adversaires qui font ça, qui essayent de plus toucher, se déplacer, bouger. Et en général, quand ils arrivent à plus toucher, comme là c'était le cas pour Machado, ils remportent le combat. Les juges en ont décidé autrement, donc c'est un peu un vol malheureusement, on s'est un peu fait avoir là-dessus. On aurait dû avoir la victoire pour Machado. Donc victoire de Brunson Ribeiro par split decision, ça fait donc 2 sur 4 pour les pronos. On retrouve ensuite en co-main event catégorie Women's Flyweight Erin Blanchfield contre l'ancienne championne Strawweight Rose Namajunas. Rose Namajunas n'était pas favorite et je vous avais conseillé de choisir justement Rose Namajunas. Je pensais qu'elle pourrait peut-être faire la différence sur au moins 3 rounds pour remporter ce combat par décision. Ça a été compliqué, elle a quand même remporté donc les 2 premiers rounds. Rose, ça a été compliqué pour Erin Blanchfield dans le début de combat. Malheureusement, l'américaine Blanchfield avec son grappling et son sol a su faire la différence dans le 3e round. Pour moi, je pense que Rose a quand même remporté le 4e round parce qu'elle a quand même produit, même si c'était effectivement Blanchfield s'était un peu réveillée dans le striking, elle touchait beaucoup moins, il y avait beaucoup de déchets, les coups de Rose percutaient même s'il n'y a pas d'impact, touchait beaucoup plus et elle a résisté à tous les takedowns dans le 4e round, donc je la voyais déjà avoir gagné 3 rounds pour moi Rose personnellement, même si c'était serré, après elle a clairement perdu le 5e round comme le 3e. Alors Blanchfield la contrôlait au sol, ne faisait pas de dégâts mais elle arrivait quand même à contrôler. C'était pas un super combat non plus, mais ça aurait pu partir du côté de Rose, je pensais. Pour moi, elle avait fait le taf dans le round 1, 2 et 4. Malheureusement, pour les juges ont vu ça autrement. Ils ont donné la victoire à Erin Blanchfield. Alors, c'était pas un vol, c'était quand même serré. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, je pense. Mais bon, souvent dans les combats flyweight féminins, ça va à la décision et c'est souvent voilà, à l'interprétation de chacun.
On retrouvait donc ensuite en main event catégorie flyweight Brandon Moreno contre Amir Albazi. C'était un combat compliqué à pronostiquer parce que Moreno, même s'il était sur 2 défaites, c'était des combats de championnat en 5 rounds, c'était des combats contre des adversaires de qualité. Amir Albazi, lui, même s'il était invaincu à l'UFC pour le moment, il avait pour moi un seul gros combat, on va dire, c'était contre Kai Kara France, comparé à tous les gros combats qu'avait Brandon Moreno. Et pour moi, il avait même pas remporté ce combat contre Kai Kara France. Amir Albazi, je le donnais plus à Kai Kara France, je pensais que c'était un peu un vol. Et Amir Albazi, j'avais du coup un peu des doutes sur sa boxe que je trouvais un peu moyenne. Niveau vitesse, même s'il a de la puissance, j'avais du mal à le voir dominer Moreno, même au sol. Et au final, ça a vraiment été un combat à sens unique. Brandon Moreno, il s'est amusé, on va dire, en striking et en boxe sur les deux et trois premiers rounds. Amir Albazi s'est un peu réveillé dans le quatrième, mais c'était déjà trop tard. Il a même perdu le cinquième round. Il a failli se faire finir, même il s'est fait sonner 1 ou 2 fois. Donc compliqué pour le challenger Albazi qui a vraiment pris le bouillon dans ce combat-là. Et super victoire de Brandon Moreno. On en est donc à 3 sur 6 pour le résultat des pronostics. C'est moyen, sachant qu'il y a eu un vol un peu avec Machado et que forcément le combat Namajunas-Blanchfield c'était assez compliqué vu que j'avais choisi Namajunas qui n'était pas favorite. Ça reste quand même moyen mais correct. Donc on va essayer de faire mieux la semaine prochaine. L'UFC Fight Night 247, Manny vs Prates, se tiendra le 9 novembre, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie strawweight, Luana Pinheiro contre Gillian Robertson. Alors Pinheiro, elle est brésilienne, elle a 31 ans, 11 victoires pour 3 défaites. Sur les 11 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 3 décisions. Pour ces 3 défaites, elle a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Elle est sur une défaite lors de son dernier combat par soumission contre Angela Hill. Elle est donc opposée à Gillian Robertson. Robertson, elle est canadienne, elle a 29 ans, 14 victoires pour 8 défaites. Sur les 14 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 9 soumissions et 3 décisions. Pour ces 8 défaites, elle a perdu une fois par KO, une fois par soumission, 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Michelle Waterson Gomez par décision unanime. Pour les cotes, on retrouve favorite la canadienne avec une cote à 1,34 et une cote à 2,97 pour Pinheiro. Alors pour la brésilienne, c'est compliqué pour Pinheiro. Elle est sur 2 défaites lors de ses 2 derniers combats. Elle s'est fait finir 2 fois, donc une fois par soumission contre Angela Hill et contre Amanda Ribas. Elle s'était pris un KO technique, c'était au mois de novembre 2023. Elle avait quand même enchaîné de belles victoires depuis les Dana White Contender, mais là c'est vraiment, il y a eu un coup d'arrêt. Je trouve qu'elle excelle vraiment dans aucun domaine spécialement, même si elle est capable d'aller au sol ou de striker. Je pense que son adversaire, la canadienne, est meilleure au sol. Le danger viendra sûrement de se faire emmener au sol pour Pinheiro et de se faire dominer, peut-être même soumettre. Elle avait même gagné son combat par KO technique. Gillian Robertson, c'était en 2024, au mois de janvier, contre Poliana Viana. Et je pense que c'est ce qui pourrait arriver à Pinheiro. On l'a vu vraiment se faire dominer dans tous les aspects du combat sur ses 2 derniers combats. Et je pense que ça va être difficile pour elle face à la canadienne. Donc je vous conseille de choisir Gillian Robertson. Je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite, catégorie middleweight, Reiner Derrider contre Gerald Meerschaert. Alors Derrider, il est hollandais, il a 34 ans, 17 victoires pour 2 défaites. Sur les 17 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique, 11 par soumission et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique. Son dernier combat, c'est une victoire dans une organisation, c'est le UAE Warrior, où il a gagné son combat par KO technique. Il est donc opposé à Gerald Meerschaert, un combattant américain de 36 ans, 37 victoires pour 17 défaites. Sur les 37 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique, 29 par soumission et 2 décisions. Pour ces 17 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique, 8 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission contre Edmen Shabazian. Pour les cotes, on retrouve favori les Hollandais avec une cote à 1,31 et une cote à 3,10 pour le Gerald Meerschaert. Alors pour Derrider, le Hollandais, c'est un combattant qui va faire ses débuts à l'UFC. Il a été double champion du ONE FC, même s'il avait été champion middleweight et light heavyweight. Il a ensuite perdu ses 2 ceintures contre le même adversaire, contre Anatoly Malikin, qui Malikin lui est devenu triple champion du ONE FC, il est même champion heavyweight aussi. Donc Reiner Derrider, ensuite il a rebondi avec cette victoire dont je parlais au UAE Warrior. C'était au mois de juillet 2024 et il vient donc de signer pour ses débuts à l'UFC. Et on lui met vraiment un adversaire de renom, hein. Gerald Meerschaert, c'est un vétéran de l'UFC. Il a énormément de combats à l'UFC. Je crois que son premier combat dans l'organisation, c'était en 2016. C'est ça, 2016. Donc vous voyez, ça fait presque 8 ans, ça fait plus de 8 ans qu'il est à l'UFC maintenant.
et c'est un très très gros grappleur. Ce qui est bien, c'est que Rainer Derrider c'est également un gros grappleur. Dans ses combats, il cherche constamment l'emmener au sol. S'il peut attraper son adversaire, le coller à la cage, essayer de le balayer, faire des projections, peu importe, il va chercher à emmener le combat au sol. Merchert sur le dos avec Rainer dessus, ça pourrait donner vraiment quelque chose d'intéressant, vraiment au niveau grappling. Par contre, attention à Rainer face à l'expérience de Merchert à l'UFC. Même s'il a jamais combattu dans la ligue majeure, l'UFC, hein, Rainer Derrider, il a quand même fait voilà, énormément de combats, même de combats de championnat au ONE FC. Je pense que le niveau va être effectivement supérieur à ses adversaires habituels. Il faudra qu'il fasse pas d'erreur contre Merchert s'il ne veut pas se faire soumettre. On a vu Merchert qu'il est vraiment solide, même encore aujourd'hui à 36 ans, dans son dernier combat, où il se faisait dominer de la tête aux pieds sur le premier round par Edmen Shabazian. Il a réussi à l'emmener au sol dans le deuxième round, et après une erreur de Shabazian, il a réussi même à le soumettre. Donc faut pas enterrer le vétéran. On regarde ses défaites, c'est contre vraiment le gratin de la KT. Il avait perdu contre Joe Pyfer, il avait perdu contre Shimaev pour les grosses sorties, mais sinon il a quand même enchaîné de belles victoires hein, contre Dustin Stolfuse, qu'il avait soumis. Il avait soumis également, c'était Makoud Mouradov. Il avait soumis qui également? C'était Brian Barbarena aussi en 2024. Donc il a 2 victoires et 2 soumissions en 2024. Gerald Merchert. Il faudra quand même que Rainer de Rieder soit prudent. Je pense qu'après, l'avantage en striking sera quand même pour le Hollandais. Également pour la puissance. Rainer, lui, s'il emmène Merchert au sol, il peut également aussi le grand and pound. Il a la puissance pour le finir. Donc la chance pour Merchert de remporter ce combat, ça pourrait être une soumission. Après, comme je le disais, vu que c'est tous les deux des grappleurs, Rainer, normalement, il a l'expérience aussi au sol. Même si le niveau va être supérieur à l'UFC, je pense qu'il devrait pouvoir dominer Merchert en l'emmenant au sol et en peut-être le terminant avec des frappes, peut-être même le soumettre, c'est possible aussi. Merchert, il a déjà perdu 8 fois par soumission, donc c'est une possibilité. Normalement, ça devrait le faire pour le Hollandais s'il reste prudent. Donc la cote à 3,10 de Merchert, elle est intéressante, mais je trouve ça assez risqué quand même. Donc je vous conseille de choisir le Hollandais, Rainer Derrieder les amis, mais restez prudent, la cote est basse. Ce sera bien pour des combinés, mais voilà, ça sert à rien de s'emballer sur ce combat-là. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie Bantamweight, Ricky Turcios contre Bernardo Sopai. Ricky Turcios, il est américain, il a 31 ans, 12 victoires pour 4 défaites. Sur les 12 victoires, 3 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 8 décisions. Pour les 4 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par soumission éclair contre Raúl Rosas Jr. C'était au mois de juin 2024. Il est donc opposé à Bernardo Sopai. Bernardo, il vient d'Albanie, il a 24 ans, pardon, 11 victoires pour 3 défaites. Sur les 11 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions et une seule décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'était son premier combat à l'UFC, où il avait perdu par KO avec un coup de genou sauté contre Vinicius Oliveira. Il avait quand même fait une bonne prestation dans le premier round. Le deuxième round, il avait dominé le début du deuxième round où il avait failli soumettre Oliveira. Il l'avait emmené au sol, il avait envoyé pas mal de frappes. Il s'était fatigué, Silva avait réussi à se relever. Et dans le troisième round, Sopa, il avait pris le bouillon quand même. Il était complètement épuisé, il avait plus du tout de cardio. Et il s'était pris un KO violent sur un coup de genou sauté. Pour les cotes, on retrouve favori donc Bernardo Sopa avec une cote à 1,36 et une cote à 2,87 pour Iki Turcios. Alors pour Iki Turcios, en général, c'est plutôt un combattant, on va dire, pas complet, mais il a un bon striking. Mais il est assez petit pour la catégorie bantamweight, ce qui, je pense, va lui causer problème contre Sopai. Son dernier combat, donc on a vu qu'il s'était fait emmener au sol et il avait vraiment pas pu s'exprimer contre Raúl Rosas Jr. Il s'était fait soumettre au deuxième round. Avant ça, il avait une victoire par split decision en 2022 et une autre par split decision également, c'était en 2021 contre Brady Stand. Sinon, il a 2 défaites, une par décision unanime et une autre, il s'était fait. Ah bah non, c'était un KO technique, mais c'était encore au Fury FC, c'est vrai, c'était avant qu'il rejoigne l'UFC. Pour l'instant, donc sur les 4 combats à l'UFC, 2 victoires par split decision et 2 défaites. C'est pas terrible, effectivement. Je pense qu'en striking, ça va être compliqué pour Turcios contre Sopai. Sopai, on a vu contre Oliveira qu'il avait quand même un bon striking, des bons kicks. Il a une bonne boxe. Ce qui a joué vraiment pour lui dans ce combat-là sur sa défaite, c'était le cardio. Donc j'espère qu'il a bossé son cardio parce que Ricky Turcios, lui, il a quand même un bon cardio. Je pense que du coup, Turcios, même s'il essaye d'emmener le combat au sol, Bernardo Sopa, il est quand même capable de se relever. Lui aussi, il a des takedowns, il peut emmener Turcios au sol et essayer de le grand end aussi. Je pense que ça va être difficile pour l'Américain dans ce combat-là. En striking comme au sol, je le vois pas être capable de dominer Bernardo au sol. Je pense que même s'il arrive des takedowns, il fera pas beaucoup de dégâts et je pense que Sopa elle sera capable de se relever.
et de bouche donnent quand même l'avantage en striking. Donc à Sopa, il est plus grand, il a plus d'allonge, il a quand même une boxe assez propre, il est assez rapide, il est jeune en plus, hein, comme je disais, il a que 24 ans, il manque encore d'expérience. Et dans son premier combat à l'UFC, c'est vraiment son cardio qui lui a fait défaut. En espérant qu'il ait travaillé ça, normalement il devrait donc avoir l'avantage. Dans ce combat-là, il avait beaucoup cherché à finir Oliveira dans le deuxième round, il s'était cramé je pense à ce moment-là. Et ça avait été difficile, donc ça pourrait être une erreur dans ce combat-là aussi, qui pourrait reproduire. Si Turcios s'il joue là-dessus, qu'il arrive à résister, il pourrait peut-être remporter le troisième round avec un meilleur cardio, mais de toute façon je pense pas qu'il arrive à dominer Sopai en striking, donc ça pourrait se jouer au sol, mais ça me paraît difficile quand même pour l'américain. Donc je vous conseille de choisir Bernardo Sopai les amis, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Pour les cotes, donc c'est une cote encore assez basse, donc on est sur du 1,36. Ce sera dans le combiné, dans des combinés de 2 éventuellement, mais pari simple, ça n'a aucun sens. On retrouve ensuite en quatrième combat, catégorie strawweight, Karolina Kowalkiewicz contre Denise Gomez. Alors Karolina, elle est polonaise, elle a 39 ans, 16 victoires pour 8 défaites. Sur les 16 victoires, une victoire par KO ou KO technique, 3 par soumission et 12 décisions. Pour ses 8 défaites, elle a perdu une fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Ismael Lucindo, c'était au mois de mai 2024. Elle est donc opposée à Denise Gomez. Denise Gomez, elle est brésilienne, elle a 24 ans, 9 victoires pour 3 défaites. Sur les 9 victoires, 6 finishes par KO technique et 3 décisions. Pour ces 3 défaites, elle a perdu une fois par KO ou KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Eduarda Moura au mois de juin 2024. Pour les cotes, on retrouve favori la brésilienne avec une cote à 1,19 et une cote à 4,25 pour la polonaise. Alors je pense que le striking ça va être compliqué pour la polonaise. La brésilienne, effectivement, sur les 9 victoires, il y a quand même 6 finishes. Même si elle a eu une défaite par décision, c'était contre Angela Hill. Angela Hill, on le sait que c'est une strikeuse vraiment d'élite dans cette catégorie. Ça va être, je pense, difficile pour la polonaise, donc pour tout ce qui va être échange en striking. La brésilienne, il faudra qu'elle fasse attention de ne pas se faire emmener au sol. Je pense que la polonaise, de toute façon, c'est ce qu'elle va essayer. Elle va pas chercher à striker longtemps, à mon avis. C'est un combat strawweight et ça pourrait partir quand même d'un côté comme de l'autre. On pourrait très bien voir quand même l'expérience de la polonaise qui a déjà 39 ans et qui a beaucoup de combats, même si elle a quand même pas mal de défaites. Elle a beaucoup plus d'expérience que sa jeune adversaire. Donc même si on retrouve vraiment favorite la brésilienne, je pense que ça va être quand même un combat assez risqué. Je suis même pas certain que je vais le jouer. Donc je vous conseille de rester prudent dessus les amis. Mais je vous conseille de choisir la brésilienne Denise Gomez. Je pense qu'elle peut remporter ce combat avec son striking. Mais restez prudent. On retrouve ensuite catégorie Bantamweight en co-main event, Cody Garbrandt contre Miles Jones. Cody Garbrandt, il est américain, il a 33 ans, 14 victoires pour 6 défaites. Sur les 14 victoires, 11 finishes par KO ou KO technique, 3 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 4 fois par KO ou KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre l'ancien champion flyweight, Davidson Figueiredo. Il s'est fait soumettre au deuxième round, c'était au mois d'avril 2024. Il est donc opposé à l'américain Mike Jones. Il a 30 ans, 15 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les 15 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique, 2 soumissions et 9 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO technique et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Douglas Silva de Andrade, c'était au mois de juin 2024. Pour les cotes, on retrouve favori Mike Jones avec une cote à 1,66 et une cote à 2,10 pour Cody Garbrandt. Alors Cody Garbrandt, ancien champion bantamweight, qui depuis, il avait perdu son titre contre TJ Dillashaw, il s'était pris une série de KO où son menton était devenu un petit peu fragile. Il était revenu avec une belle victoire sur Asunkao en 2020 pour rechuter à nouveau par décision contre Rob Font et par KO technique contre Kai Kara France. Donc ça me paraît quand même difficile pour lui, effectivement, face à Mike Jones. Sur le papier, il n'est pas favori, c'est normal. Par contre, je pense quand même que le striking, Cody Garbrandt pourrait gérer si son menton, voilà, s'il se prend pas un coup en plein dans le menton et qu'il tombe KO encore une fois. Mais Mike Jones, je pense pas que sa boxe ou son striking soit vraiment supérieur à celui de Cody Garbrandt. Peut-être au niveau de la puissance et encore, il a pas énormément de victoires avec des finishes par KO ou KO technique sur ses derniers combats. Il faudra remonter en 2020 et 2021 où il avait eu 2 victoires par KO effectivement. Mais c'était pas des adversaires de renom non plus. Cody Garbrandt, il a quand même affronté de bien meilleurs adversaires que Miles Jones. Mais Jones, après, il a aussi des takedowns. Cody Garbrandt, il m'avait quand même déçu dans son dernier combat contre Figueiredo. Je pensais qu'il pourrait être capable de faire une meilleure prestation que ça, qu'il avait quand même plus de compétences et au final, il s'est fait emmener au sol pour se faire soumettre.
Il n'avait pas produit grand-chose. Il avait quand même eu de belles victoires sur ses 2 derniers combats, Cody Garbrandt. Mais ça me paraît quand même effectivement difficile contre Jones. Mais j'ai quand même envie de tenter Cody Garbrandt. Je me dis que sa cote, du coup, à 2,10, elle est sympathique. Ça pourrait peut-être être une surprise. On peut quand même retrouver Cody, on l'a vu dans ses 3 derniers combats, il avait fait quand même 2 belles prestations. Mais Figueiredo, c'était quand même un niveau, voilà, c'est un ancien champion, Davidson Figueiredo. Miles Jones, je pense pas qu'il ait autant de compétences, même s'il arrive à emmener Cody Garbrandt au sol, je pense pas qu'il puisse le soumettre. Il a pas il est assez trapu et étranglement arrière voilà, je pense pas que ça passe. Il pourrait essayer d'emmener Cody Garbrandt au sol et éventuellement travailler en grand end-pound, essayer de le finir avec des frappes. Mais si Cody Garbrandt y perd, ça pourrait être dans le premier round. Sinon, je pense qu'il peut essayer de dominer Mike Jones. Il a les compétences pour normalement, donc je pense que ça peut se tenter. Donc c'est pas le choix le moins risqué, mais je vous conseille de choisir Cody Garbrandt, les amis, mais restez prudents. Et on retrouve en main event catégorie welterweight Neil Magny contre Carlos Prates. Neil Magny, il est américain, il a 37 ans, 29 victoires pour 12 défaites. Sur les 29 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique, 4 soumissions et 17 décisions. Pour ses 12 défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique, 6 fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique contre Michael Morales, c'était au mois d'août 2024. Il est donc opposé au Brésilien Carlos Prates qui a 31 ans, 20 victoires pour 6 défaites. Sur les 20 victoires, 15 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions et 2 décisions. Pour les 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 3 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Jigling Yang, c'était au mois d'août 2024. Pour les cotes, on retrouve énorme favori Carlos Prates avec une cote à 1,11 et une énorme cote à 5,60 pour Neil Magny. Alors Neil Magny, c'est un vétéran, hein, il a affronté quasiment tout le monde, tous les gros noms dans cette catégorie. Si on remonte vraiment même en 2016, 2017, 2016 pardon, il avait battu l'ancien champion Johnny Hendricks. Il avait perdu en 2017 contre Rafael Dos Anjos, donc des gros noms, hein, Santiago Ponzinibbio. Il avait perdu aussi par KO contre Ponzinibbio en 2018. Il avait battu Li Jingyang également, lui aussi en 2020 par décision. Robbie Lawler aussi en 2020. Il avait perdu contre Michael Chiesa, oui, c'est que des gros noms. Une défaite contre Shavkat Rakhmonov en 2022, contre Gilbert Burns en 2023 et contre Yann Gary. Donc il affronte vraiment le gratin. Il a réussi quand même à battre Daniel Rodriguez, Philippe Rove et Mike Malotte au 3e round. Ça, c'était vraiment impressionnant. Il avait tenu tout le combat en se faisant dominer et il avait trouvé la victoire vraiment dans la dernière minute du combat contre le Canadien. Impressionnant, Neil Magny, c'est vraiment le gatekeeper, hein, de cette catégorie. Michael Morales, donc, qu'il a battu par KO technique lors de son dernier combat. Et je pense que contre Carlos Prates, ça pourrait être un peu la même chose que contre Morales. Prates, c'est vraiment un excellent striker, hein, 15 finishes sur les 20 victoires. Il est sur 2 finishes par KO cette année, en 2024, contre Shirley Radke au mois de juin 2024 et contre donc le chinois Li Jingyang, c'était au mois d'août. Donc il enchaîne avec un vétéran, le gatekeeper, pour passer le top 15 de la catégorie. Et je pense qu'il va y arriver. Je pense que le striking, ça va être difficile pour Manny. Est-ce qu'il pourrait peut-être reproduire ce qu'il a fait contre le Canadien, contre Mike Malott, c'est-à-dire tenir et aller chercher une victoire en fin de combat, mais ça me paraît vraiment compliqué. Il est sur une lancée, le Brésilien, sa dernière défaite. Elle remonte au One Championship en 2019 où il avait perdu par décision. Depuis, c'est que des finishes. Donc je pense que Neil Magny, malheureusement, pour le vétéran, il va prendre son KO, d'où la cote à 1,11. Je vois vraiment pratiquement aucune chance pour le vétéran. Donc je vous déconseille de tenter la cote à 5, même si ça donne envie. Je vois pratiquement aucune chance pour le vétéran de remporter ce combat. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, Carlos Prates, les amis. Cote extrêmement basse qui ne servira que pour dans le combiné des 6 combats éventuellement, ou pour faire gonfler la cote sur un combiné de 3, ça peut être pas mal aussi. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être bons et qu'il ne va pas y avoir de changement. S'il y a des changements, je mettrai ça en commentaire épinglé sur la vidéo. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour analyser et pronostiquer l'UFC 309 Jones versus Miocic. On aura également sur la carte principale Charles Oliveira contre Michael Chandler, Bonical contre Paul Craig ou Chris Weidman qui fait son retour contre Eric Anders. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs. C'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.